L'itinérance jeunesse, en partant, c'est un thème vaste, qui n'est pas toujours simple à comprendre. Peut-être que des intervenants ici le comprennent mieux que d'autres, mais on va essayer déjà, en mettant la table avec notre premier invité, de passer par-dessus les préjugés qu'on peut avoir en ayant une meilleure compréhension de ce que ça peut représenter, puis de parler de prévention aussi, éviter d'échapper les gens en amont, avant qu'ils se retrouvent à la rue. Ma première invitée, je vous invite à venir, s'il vous plaît, c'est Annie Fontaine. Annie, elle est professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Elle a tout plein de titres. Elle est membre régulière du Centre de recherche jeunesse familiale et réponse sociale. Et surtout, elle est intéressée par les politiques d'intervention de proximité pour les personnes marginalisées, pour les accompagner aussi. Bonjour Annie. Bonjour, merci. D'être avec nous. Si on commençait par parler d'itinérance jeunesse dans le grand contexte de l'itinérance, parce qu'il y a toutes sortes d'itinérance sur le terrain, évidemment. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelle proportion représentent-ils par rapport à l'ensemble du problème d'itinérance? Bonjour tout le monde. Bien sûr, la question de l'itinérance a gagné en visibilité au cours des dernières années. C'est une réalité qui existe depuis des décennies, qui a toujours existé, mais qu'on constate de plus en plus et qui effectivement augmente. On le voit dans les journaux, etc. Mais ce qu'on voit à travers cette augmentation-là, entre autres des derniers dénombrements qu'il y a eu au cours des dernières années, donc une augmentation à raison d'environ 14 % par année dans au moins les 5 dernières années, qui s'est beaucoup développé aussi en périphérie, qui s'est développé dans les milieux ruraux. Donc, un phénomène qu'on voit de plus en plus. Mais cette étendue, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. On y est de plus en plus sensible, et c'est difficile de comprendre que l'itinérance qu'on voit avec des gens avec des paniers d'épicerie, des tentes qui dorment dehors, c'est vraiment le bout de la chaîne de la réalité de l'itinérance. Et l'itinérance est beaucoup plus grande et difficile à mesurer dans ses aspects plus cachés, donc différentes façons de vivre, par exemple, que ce soit en couchant chez l'un, chez l'autre, parce qu'on n'a pas un lieu stable où habiter, que ce soit en dormant dans sa voiture, que ce soit en dormant dans des lieux qui ne sont pas visibles, qui sont éloignés des espaces publics. Donc, il y a toutes sortes de stratégies qu'adoptent les gens quand ils n'ont pas d'endroit stable et sécuritaire où habiter. Ça peut impliquer aussi de subir des situations, des dépendances envers des personnes dans des milieux plutôt toxiques, parce que si on en sort, on est carrément à la rue. Donc, il y a une multiplicité de facettes et qui est important de voir de façon interreliée, parce que souvent, il s'agit qu'il y ait un petit morceau de ce bricolage précaire qui tombe pour qu'on se retrouve vraiment carrément, strictement à la rue. Et les jeunes font partie de cette population dont la réalité de l'itinérance est souvent moins visible. On dit que, je ne vais pas amener toutes sortes de chiffres parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui sont aussi importants à comprendre, mais qu'il y a près de 50 % de la population en situation d'itinérance qui a vécu ces premières expériences-là en étant jeune. Donc, y compris parmi les adultes plus âgés, c'est le cas. Une autre statistique qu'on constate, et j'en parlerai un petit peu dans les défis de ce qui peut amener des situations d'itinérance, mais les jeunes qui ont connu un placement en protection de la jeunesse, on dit qu'environ un tiers de ces personnes-là, quand ils sortent de la protection de la jeunesse, vivent au moins un épisode d'itinérance. Donc, c'est une réalité qui a vraiment multifacette. Oui, vous avez commencé un peu à parler de ces jeunes, d'où ils viennent, d'où ils proviennent. Est-ce que, outre les gens qui arrivent de la DPJ, est-ce qu'il y a un pattern? Est-ce qu'il y a un milieu socio-économique particulier? Ou si ça touche vraiment différentes sphères de la société, est-ce qu'on est à risque, peu importe d'où on vient, au fond? C'est toujours une bonne question à poser, parce que d'identifier un profil spécifique serait peut-être plus facile à résoudre si c'était le cas. Puis, en même temps, on ne peut pas dire que tout le monde a des risques égaux de basculer dans la situation d'itinérance. Donc, oui, ça peut arriver dans toutes les tranches de la société, parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'enjeux relationnels, d'enjeux de santé mentale, d'enjeux familiaux, d'enjeux de violence au sein des familles qui peuvent amener des ruptures.
Ça peut être aussi parce qu'on a des particularités qui sont mal vécues au sein de notre famille. Par exemple, les jeunes LGBTQ+, en particulier les jeunes trans, font partie des populations qui sont surreprésentées en situation d'itinérance. Donc oui, tout le monde peut, mais certains ont des réalités qui vont particulièrement les rendre susceptibles. Donc je viens de parler de ces communautés. Les jeunes aussi des communautés autochtones, évidemment, se retrouvent surreprésentés. Les jeunes femmes sont beaucoup moins visibles aussi dans les situations d'itinérance, mais c'est quand même une réalité importante. Les jeunes migrants, les jeunes racisés sont aussi beaucoup moins vus dans l'itinérance visible, mais peuvent connaître de grandes situations de précarité résidentielle, d'instabilité résidentielle. Et au moment de la jeunesse, ça s'inscrit parfois aussi dans des parcours d'aller-retour entre le domicile ou le centre jeunesse et la rue. Hein, ça vient s'imbriquer parfois entre des difficultés, des vulnérabilités, des ruptures de liens au sein de la famille, à l'école, pas réussir à entrer dans le marché du travail, tout ça. Mais aussi, ça s'inscrit dans une phase de vie, puis peut-être certains d'entre vous s'en rappelleront un peu, mais à un âge où on a besoin de vivre des choses, d'expérimenter, de gagner en liberté, de gagner en autonomie. Donc, on va tester des choses parfois à l'extérieur, puis ça peut s'inscrire dans un engrenage entre des vulnérabilités, mais aussi une quête d'expérimentation. L'enjeu, c'est que parfois, il y a un engrenage qui s'installe, puis on perd des morceaux en cours de route, puis on se retrouve dans des situations encore plus précaires. J'aimerais qu'on parle du facteur économique, parce qu'on a tellement entendu parler du coût du logement maintenant, de la difficulté de trouver un appartement abordable, par exemple, de se loger de façon abordable. Est-ce que c'est un déclencheur commun pour la plupart des jeunes dont on parle, des différentes clientèles que vous venez de mentionner? C'est clair que l'enjeu de l'accès au logement, déjà la notion d'abordabilité pourrait faire l'objet d'un débat parce que notre notion d'abordabilité ne rejoint plus la réalité des gens. Donc, c'est un enjeu pour l'ensemble de la population, mais pour des jeunes qui n'ont pas encore eu accès à un lieu et qui n'ont pas de crédit en arrière d'eux, qui n'ont pas de référence, bien, c'est sûr qu'ils sont au bas de la liste quand vient le temps de postuler un logement. Donc, ça peut parfois entraîner de vivre plus durablement chez les parents. Quand ça se passe bien, ça peut être très bien, mais quand c'est des situations conflictuelles, ça peut amener à être obligé, même si on a notre résidence, par exemple, chez nos parents, d'aller héberger chez l'un, chez l'autre, faire ce qu'on appelle du couchsurfing. Parfois même, ça peut se traduire dans des comportements qu'on ne va pas associer à des risques d'itinérance, mais je prendrais l'expression de dire quelqu'un qui est un peu party animal, donc qui va dans tous les parties, parce que ça permet de passer la nuit quelque part, puis de passer une autre nuit sans être chez soi ou sans être dans la rue. Donc, il y a des comportements qui peuvent être liés à ce manque d'assurance d'avoir un lieu stable et sécuritaire qui débloque. Mais la question de l'accès au logement est évidemment une barrière énorme. Est-ce que vous pourriez nous parler des coûts humains, très certainement pour les personnes qui le vivent, mais pour la société aussi, ce que ça représente au fond, parce qu'on pourrait dire qu'ils s'arrangent, puis si humainement on n'est pas touché par ça, on ne sera pas sensible, puis on n'aura pas envie de les aider, mais heureusement, la plupart des gens, on n'est pas comme ça, mais au-delà de cette préoccupation très humaine, peut-être naturelle qu'on a, pour la société, qu'est-ce que ça peut représenter comme coût de ne pas s'occuper de ces problèmes d'itinérance chez les jeunes? Bien, déjà, dans la façon dont vous posez la question, ça reflète un enjeu central. Le fait qu'on identifie ça à une responsabilité individuelle, soit parce que les gens ont fait des mauvais choix dans leur vie, donc c'est leur responsabilité de s'être retrouvés dans ces situations-là. Et si elles faisaient l'effort nécessaire, bien, elles pourraient sortir de la rue. Donc, il y a deux niveaux extrêmement des enjeux dans cette façon-là de le concevoir. D'une part, une fois qu'on est dans des situations de désaffiliation, on entre dans des processus où on vit de la stigmatisation, où on est étiqueté et qui entraîne à de plus en plus à être marginalisé. Au jour 1, au jour 10, après un mois, après 3 mois, notre réalité n'est pas la même. Donc, on perd en moyens, par exemple, pour se vêtir, aller se trouver un travail. On perd en moyens de connaître des ressources pour pouvoir les utiliser, d'avoir des contacts. Parfois, on a épuisé notre réseau social qui nous entoure parce qu'on leur a demandé un petit prêt de sous, on a voulu coucher chez eux. Donc, on s'isole de plus en plus. Et éventuellement, ça atteint la confiance en soi.
la confiance que j'ai une valeur aux yeux d'autrui, que j'ai des compétences qui pourraient être reconnues. Il y a quelques personnes, là, j'ai en tête un policier, le directeur de police de Longueuil, qui a expérimenté l'itinérance pendant 2 nuits, et il nommait juste lui, en sachant qu'il retournait chez lui, comment il avait été éprouvé. Donc, quand on a cette vision-là, on ne tient pas compte qu'en soi, l'expérience de l'itinérance aggrave la situation. Et on nommait également que les causes qui ont mené à l'itinérance ne relèvent pas que de l'individu. Et que parfois même des mauvais choix, ça peut être des choix qui ont été un peu contraints. Entre subir une situation conflictuelle de violence à la famille et aller me débrouiller chez n'importe qui, chez des amis, parfois ce plan-là, il était peut-être meilleur à ce moment-là. Donc, on ne tient pas compte de ces dimensions-là et de la pression plus structurelle qui pèse. On a parlé de la question du logement, du coût de la vie, de la crise des opioïdes. On a fait des travaux récents sur l'itinérance des jeunes et on avait des jeunes impliqués avec nous. Et il disait comment il y a une crise, en fait, on l'appelait la crise en 3C, une crise de connexion. On est dans une société de plus en plus individualiste où chacun a la pression de s'en sortir par lui-même, de faire ses preuves, de gagner en visibilité. Et quand on ne répond pas à ces standards-là, bien, on est un peu exclu. Et donc, il y a beaucoup de fragmentation des liens sociaux. Les gens sont davantage isolés. Ils disent aussi qu'on a une perte de sens. Donc, il y a une crise de confiance en la société, en la solidarité humaine, qui fait qu'on a moins envie de faire partie de cette société. Et il y a une crise plus fondamentale aussi, une crise de confiance en l'avenir, avec la crise écologique. Ça traverse beaucoup les préoccupations des jeunes. Donc, ce sont tous des effets plus subtils que la dimension économique, mais qui, ensemble, combinés, fait en sorte que les gens perdent les liens plus vite et leur situation se dégrade plus rapidement. Et qui rend la reconstruction d'autant plus difficile si, dans le temps, on s'est bâti ou débâti de la façon dont vous l'expliquez présentement. On parlera de ça tout à l'heure. Je voudrais juste avoir un mot, peut-être une idée sur l'impact pour l'ensemble de la société. Est-ce que ça représente de perdre ces jeunes-là dans notre société fonctionnelle où ils pourraient contribuer par leur travail, leur ajustement, leur bénévolat, peu importe? Déjà, il y a eu des évaluations là, financières, économiques. Je ne suis pas la plus grande spécialiste pour aller dans ces registres, mais où on évalue à environ autour de 70 000 $, j'arrondis vraiment, le coût associé à entretenir les différents systèmes judiciaires, hospitaliers, etc., quand il y a des personnes en situation d'itinérance. Donc, l'équivalent environ de 70 000 $ par personne comme coût d'itinérance, alors qu'on sous-investit dans plusieurs créneaux sociaux qui permettraient d'échapper moins de gens. Donc, ça nous coûte plus cher d'agir en aval des situations, avec des refuges, toujours dans l'urgence. Ça coûte plus cher sur le coup, mais ça coûte plus cher à long terme parce que les gens se dégradent, donc leur situation devient de plus en plus compliquée. Alors que si au départ, ces personnes avaient eu accès à des soins, avaient eu accès à un logement, à un réseau social, à des ressources pour les aider dans leur rapport à leur consommation de drogue, il n'y aurait pas eu cette dégradation-là. Donc, la prévention, c'est plus difficile de voir ses effets directs. Hein, on finance quelque chose pour pas que ça arrive, donc pouvoir quantifier ce qui n'est pas arrivé, c'est complexe. Mais je ne peux pas croire qu'en 2026, on n'est pas capable d'avoir ce recul de comprendre que faire un filet social, un filet de sécurité plus solide, échapper moins de gens, bien, ça fait en sorte qu'on ait des forces vives pour s'impliquer dans notre société qu'on perd sinon. Et quels sont les outils, les systèmes qui existent pour agir en amont, justement? Parce que la meilleure façon d'éviter le problème, c'est le thème de la journée aujourd'hui, c'est d'éviter de se retrouver dans des situations de plus en plus précaires. Quels sont les systèmes qui existent présentement, qu'on devrait peut-être bonifier, je ne sais pas, mais pour éviter cette perte de contrôle tranquillement dans sa vie qui nous mène vers l'itinérance? Il y a beaucoup de leviers, il faut être capable de les mener en même temps. Donc, au Québec, on a heureusement une politique nationale de lutte à l'itinérance. On a des axes qui sont interreliés, donc la question de l'accès aux soins de santé, au logement, les enjeux liés à la judiciarisation, à la stigmatisation, aux services sociaux, sont en interaction dans un plan. Et donc, ça exige, il n'y a pas une solution miracle. Bien sûr, la question de l'accès au logement
sous plusieurs formes, est une priorité. Le logement devrait être conçu comme un droit indispensable. Par contre, tout ne peut pas être qu'une question de logement, parce que ce n'est pas que la question de logement. Donc, il faut faire de la prévention à la fois systémique, structurelle, de première, générale, mais il faut aussi des ressources intermédiaires, des ressources de transition, entre autres dans les passages vers la vie adulte. Hein. Il y a beaucoup de défis quand on passe à la vie adulte. Donc, on a besoin de ressources qui accompagnent dans le rapport à l'emploi, dans le rapport au logement, dans la préparation à assumer des responsabilités adultes. Donc, on a besoin de lieux. Le Piolet est un exemple intéressant. Donc, on a besoin de plusieurs pratiques comme celle-là. On a besoin de pratiques qui aident aux jeunes à prendre des leviers quand ils veulent se réinsérer. Mais dans cet entre-deux-là, entre la prévention complètement en amont et la réinsertion des jeunes quand ils ont vécu des difficultés, il y a beaucoup de pratiques qui servent à accompagner les jeunes pendant cette phase de vie-là, avec les allers-retours, les up and down, les moments où on croit en soi, les moments où on y croit plus. Et il y a beaucoup de pratiques, dont, à titre d'exemple, le travail de rue, qui va avoir cet accompagnement-là. Et j'insisterai sur le fait que cet accompagnement est important parce que la vie n'est pas linéaire. Donc, il faut donner des opportunités, puis il faut permettre aux gens d'être là quand, ce jour-là, ils vont être prêts à faire un mouvement. Ou que quand il y a une opportunité va être ouverte, on va être en lien avec eux pour dire « voici, il y a une porte ». Donc, il faut voir un continuum de pratiques qui ouvrent des portes dans le processus pour qu'on puisse reprendre du pouvoir au lieu que notre situation se dégrade. Donc, on évite de dire, en période plus difficile, ben tu viendras nous voir quand tu seras prêt. C'est pas la solution, là. Exactement. Souvent, c'est l'enjeu avec les... Déjà, pour tous les adultes, avoir une liste d'attente, c'est compliqué. Mais quand on est jeune, ben si on passe tout droit, on a le temps de faire notre chemin vers l'autre bord avant d'être vraiment... Et donc, est-ce qu'on doit accepter que les interventions, puis c'est ce que font probablement des intervenants qui sont ici, doivent s'inscrire dans le long terme, peut-être dans le très long terme pour certaines personnes? Exactement. Je pense qu'il faut avoir vraiment une vision long terme, il faut avoir une vision d'un continuum, mais pas un continuum linéaire. Hein, il n'y a pas un mode d'emploi qui fonctionne de façon identique pour tout le monde. Donc, il faut des ressources qui soient stables, qui soient pérennes, qui soient durables dans le temps. Parce que quand il n'y a pas de ressources à long terme, quand les services ne sont pas prévus à long terme, ou encore quand les organisations sont trop précaires pour assurer une stabilité, bien, ça ajoute des nouvelles ruptures de liens dans la vie des personnes. Donc, on crée un lien de confiance avec un organisme, avec un intervenant, puis en raison de la précarité de ce programme, de ce service, bien, l'intervenant quitte, il y a un autre intervenant qui vient, recréer le lien de confiance, on repart des fois de loin. Des fois, on ne repart pas de où on était parti, on recule encore plus parce qu'on ajoute à la méfiance envers les adultes. Donc, à un moment donné, on va dire « Ah, encore un autre intervenant, je vais passer mon chemin ». Donc, oui, je pense que c'est la priorité de penser des choses plutôt simples, mais durables, pérennes et qui débouchent sur plusieurs opportunités et où on accompagne les gens selon où ils sont rendus dans leur vie. Il y en a qu'une référence va leur suffire. Il y en a d'autres que si on ne les accompagne pas avec, qu'on ne va pas avec eux physiquement, par exemple, ou qu'on ne prend pas des nouvelles de comment ça s'est passé, ou qu'on ne pèse pas un petit peu pour qu'il y ait une accélération d'un accès, bien, ça ne débouchera pas et ils vont... leur situation va se dégrader. Ce travail-là personnalisé a l'air fondamental dans la façon dont vous l'expliquez. Puis on parlera de philanthropie tout à l'heure. Ce n'est pas votre rôle de dire donner de l'argent, mais l'impact. Est-ce que vous voyez sur le terrain des cas d'organismes qui, année après année, en arrachent, ne savent pas s'ils vont avoir le budget nécessaire pour pouvoir intervenir et qui, ultimement, limitent leur capacité d'intervention? C'est une vraie question. Question un peu trop simpliste, peut-être? Mais j'apprécie qu'on la pose parce que c'est devenu tellement... Je veux dire, je pense que les gens sont de plus en plus conscients de la précarité des organismes en termes d'insuffisance de financement, mais aussi, et presque surtout, je dirais en termes de prévisibilité et de liberté un peu de organiser comment utiliser leur financement. Les organismes manquent de financement, mais aussi leur financement est souvent très fragmenté et on s'attend à des indicateurs de résultats mesurables,
dans un domaine, un autre domaine, parce qu'ils ont répondu à un appel à projet ici, un autre là. Et donc, ils se retrouvent à devoir, premièrement, mettre beaucoup d'énergie à chercher de l'argent et à faire de la reddition de compte d'une part, et ils ne sont pas capables de prévoir dans le long terme. Donc, stabiliser des équipes, j'insiste tellement sur ce point-là, la stabilité des équipes de travail, c'est un des clés pour pouvoir accompagner. Et le nombre, là, j'ai même des visages qui me viennent en tête de témoignages de jeunes que je côtoie depuis des années pour qui ça a fait toute la différence d'avoir quelqu'un qui reconnaît, qui l'appelle par son prénom, qui se rappelle de sa date de fête, de son plat préféré, avec qui elle a pu rire, elle a pu pleurer, puis que parmi ces jeunes-là, dont j'ai des visages en tête, certains ont tellement pris de pouvoir dans leur vie, sont partis d'une situation d'itinérance. Puis je ne veux pas être en mode success story, puis qu'il faut juste souligner les succès. Mais quand même, j'ai des visages en tête de jeunes qui maintenant ont été représentés, par exemple, auprès de la commission Laurent pour défendre les droits des jeunes, qui ont des emplois, qui ont même développé des petites entreprises, qui sont impliqués dans des coalitions. Donc, c'est des leviers pour aider des fois à stabiliser la situation, mais parfois même plus pour pouvoir développer une contribution sociale significative. Les organismes communautaires, leur force, c'est d'être tout ça en même temps. Mais quand on les surmobilise juste au moment de la crise, au moment de l'urgence, puis tout d'un coup, on se réveille, « Ah, on a un hiver au Québec. » Alors là, on sort toutes les affaires, puis là, après ça, « Ah, le beau temps est arrivé, les gens n'ont plus besoin de rien. » Bien, quand on fonctionne comme ça, on sous-utilise les organismes communautaires dans leur capacité d'agir en profondeur sur la trajectoire des gens et sur le tissu social. Peut-être en terminant, il nous reste quelques minutes, là, revenir sur la prévention, les mécanismes à mettre en place, parce que j'ai en tête les chiffres qu'on a entendus beaucoup dernièrement, ceux de la première ministre qui dit « Notre objectif, on retire 5 000 personnes de la rue par année ». Mais en même temps, quand on voit la progression, puis le dernier dénombrement le montre, de l'itinérance au Québec, bien, on n'améliore pas la situation. Globalement, il y en a de plus en plus qui s'ajoutent chaque année. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire ce nombre-là de personnes qui arrivent dans la rue? Sinon, on ne fera qu'en retirer qu'un petit pourcentage. Oui, puis souvent, on a l'image de la baignoire, de dire on a une baignoire pleine en ce moment, puis on s'évertue à mettre des drains pour essayer d'en faire sortir, mais on ne ferme pas le robinet, tu sais, des gens qui entrent en situation d'itinérance. Donc, à cet égard-là, il y a des politiques structurelles dans le rapport, en particulier au logement, au coût de la vie. L'aide sociale n'a pas augmenté depuis je ne sais pas combien d'années, là, tu sais, c'est complètement stagnant. Donc, le revenu minimum garanti, le revenu minimum, pardon, qui n'est pas garanti, n'est pas suffisant même pour avoir accès à un logement et se nourrir. Donc, il y a des mesures de base, là, de filet qu'il faut établir. Il faut consolider le financement de base des organismes communautaires pour qu'ils puissent exercer réellement leur mission. Il faut renforcer la collaboration aussi intersectorielle parce que la réalité de l'itinérance, c'est plusieurs facettes. C'est le logement, c'est le revenu, c'est l'alimentation, c'est l'éducation, c'est des soins de santé, des soins de santé mentale. On fonctionne tellement en silo qu'il faut que ça aille soit dans un service en dépendance ou en santé mentale, mais pas toujours les deux, etc. Donc, il faut aussi arrêter de travailler en silo, renforcer la collaboration intersectorielle entre ces domaines-là, mais aussi entre le réseau public et le milieu communautaire, le milieu municipal. Il doit y avoir beaucoup plus de travail ensemble. Donc, il faut se donner pas 36 cibles. Et la question quantitative, bien sûr, on a besoin de repères pour avancer, mais parfois, le repère quantitatif devient un écran de fumée derrière les réalités en arrière. Donc, c'est plus spectaculaire de dire il y a tant de gens qui ont été sortis de la rue qu'on a amélioré les conditions de vie des gens puis que ça les a empêchés d'aller dans la rue. Donc, les chiffres sont traites parfois, puis peuvent être interprétés de 1000 manières, ce qui me rend toujours très prudente personnellement, surtout que je fais de la recherche qualitative, fait que je ne suis pas toujours bonne en maths, mais ce n'est pas la vraie raison. Annie Fontaine, merci beaucoup d'avoir mis la table de façon éclairante. Professeur agrégé à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Merci beaucoup.